monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 octobre. À la une de l'actualité, le général d'armée Saïd Chinguitta, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, entame une visite officielle en République de Corée à partir d'aujourd'hui sur invitation du ministre de la Défense nationale de la République de Corée pour prendre part à l'ADEX 2025. Enseignement supérieur, l'Algérie première au niveau maghrébin et arabe selon le classement QS, une progression notable avec 46 établissements classés dans cette édition contre 17 dans la précédente. Les détails tout à l'heure. « 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 61, drame toujours vif dans la mémoire collective. L'importance du travail de mémoire pour arriver à l'apaisement expliqué par des historiens des deux rives qui rappellent la nécessité de la transmission aux jeunes générations. En France, l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait encore parler de lui après avoir semé le trouble au sein du gouvernement durant des mois. Il est accusé par ses collègues de mener son propre parti à l'implosion. Explication dans ce journal. Sensibilisation à l'occasion d'Octobre Rose, des médecins et des acteurs du monde associatif se sont réunis contre le cancer du sein et pour le dépistage précoce. À l'initiative d'un groupe de femmes bikers, l'événement a proposé plusieurs activités. Et nous vous invitons à la fin de notre édition à faire un petit tour du côté de la Casbah d'Alger qui se dresse comme une véritable forteresse d'histoire, une halte au sein de l'authenticité et les traditions locales. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, et sur invitation du ministre de la Défense nationale de la République de Corée, le général d'armée Saïd Chinguitta, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle en République de Corée à partir d'aujourd'hui et samedi pour prendre part à l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées de la République de Corée, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Enseignement supérieur, l'Algérie première au niveau maghrébin et arabe selon le classement QS. Il s'agit d'un classement régional annuel publié par l'organisme international Quacquarelli Simons. C'est une progression notable du nombre d'établissements nationaux d'enseignement supérieur classés, avec 46 établissements classés dans cette édition contre 17 dans la précédente édition et 14 en 2024. Et c'est l'université de Annaba qui occupe la première place à l'échelle nationale, enregistrant un bond remarquable. Le classement QS évalue et compare les performances des établissements d'enseignement supérieur dans la région sur la base d'un cadre d'analyse comprenant 10 indicateurs principaux dont la réputation académique, le ratio d'enseignants-étudiants, les citations de publications scientifiques et le taux d'enseignants et d'étudiants internationaux. Notre information, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El Mehdi Walid, a examiné ce samedi à Rome avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, Q Dangyu, les moyens d'approfondir la coopération bilatérale et de développer des programmes communs visant à réaliser la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. Rencontre tenue en marge du Forum mondial de l'alimentation où les deux parties ont souligné l'importance de développer des modèles agricoles innovants, adaptés aux régions arides et semi-arides, permettant à l'Algérie de devenir un hub régional leader dans le domaine de l'agriculture saharienne intelligente face au climat. Commémoration hier du 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 61. L'occasion de rappeler la barbarie du colonialisme français et surtout les sacrifices des émigrés algériens. Ce jour-là, ils sont descendus par milliers, bravant l'interdiction discriminatoire pour réclamer la liberté de l'Algérie. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Évocation par Ina Lorari. Répondant à l'appel du FLN, des milliers d'Algériens sont sortis dans les rues pacifiquement le 17 octobre 1961 pour réclamer la fin du colonialisme et affirmer leur désir d'indépendance.
Une marche pourtant brutalement étouffée par une répression implacable sur laquelle revient l'historienne Linda Amiri qui retrace les faits et la planification de cette nuit tragique. Alors la nuit du massacre, la répression, elle a commencé dès le départ, dès 18h autour de l'Opéra, elle s'intensifie vers 21h et on a des points centraux de cette manifestation, de cette répression, notamment au Pont de Neuilly, dans le quartier latin, en banlieue ouest, du côté de Nanterre. Les policiers vont tirer à balles réelles sur des manifestants désarmés. Des Algériens sont abattus, battus, jetés dans la Seine. Et on sait qu'il y en a certains d'autres qui sont morts aussi dans les centres d'internement, étouffés ou laissés sans soin. Cette nuit-là, la violence n'avait rien d'un hasard. Planifiée et organisée, la répression a pris forme d'une chasse à l'homme, visant les Algériens non pas pour leurs actes, mais leur identité, sous couvert de maintien de l'ordre. On a plus de 12 000 personnes qui sont arrêtées le même soir, c'est énorme. Une violence de masse, une violence collective, une véritable chasse à l'homme raciale qui a favorisé cette violence. On est loin de la logique de maintien de l'ordre, mais plus dans une logique de guerre coloniale en plein cœur de Paris. Pendant des décennies, le silence a prévalu, reléguant cet événement tragique à la marge de l'histoire et l'occultant des récits officiels français. Ce n'est qu'avec le temps, grâce au travail de nombreux historiens français et à la persévérance des familles de victimes, que cette page sombre a commencé à réapparaître dans la mémoire collective. C'est une reconnaissance qui est d'abord timide, d'abord initiée par des élus, par la municipalité de Paris, le maire Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, il y a beaucoup de municipalités de la région parisienne qui ont donné des noms de rues, des plaques en hommage aux victimes. Tout n'a pas encore été écrit. Elle aurait mérité un peu plus d'accent sur la responsabilité aussi des forces de l'ordre. On ne sait pas en fait aujourd'hui combien il y a eu vraiment de victimes. On peut supposer plusieurs centaines de victimes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui c'est un événement qui est aussi enseigné dans les collèges et les lycées. Le souvenir douloureux du 17 octobre 1961 demeure un marqueur fort de la mémoire algérienne. Un épisode qui, malgré les silences et les blessures, continue de vivre, de se transmettre comme un appel à la justice et à la reconnaissance. Et un drame toujours vif dans la mémoire collective, car sans reconnaissance, pire, le massacre du 17 octobre 61 méconnu du public français. Des historiens et spécialistes expliquent l'importance du travail de mémoire pour arriver à l'apaisement des deux côtés. Ilham Achir et Meïcha Bout. 64 ans après, la plaie reste ouverte. La France avance encore sur un fil tendu entre les aveux timides des crimes du 17 octobre 1961 et les calculs politiques d'une extrême droite. Toujours réticente à regarder cette page sombre de l'histoire, faute de consensus, la reconnaissance pleine et entière du massacre reste à l'état de promesse. Le 17 octobre, le problème, c'est qu'il faut que ce soit une date admise par l'ensemble de la classe politique française. Pour l'instant, le 17 octobre, il a été reconnu comme massacre par le président de la République actuel, Emmanuel Macron, et y compris le précédent François Hollande, par des fractions importantes du Parti socialiste, du Parti communiste français, bien sûr, des Verts, bien entendu. Mais le problème qu'on a en France, c'est qu'on a des campagnes anti-algériennes qui ne veulent absolument pas reconnaître la réalité des combats livrés par les Algériens pour l'indépendance de l'Algérie. Et malheureusement, si ces campagnes elles sont livrées de manière traditionnelle par l'extrême droite, qui n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie. C'est aussi un challenge, parce qu'on a voté cette résolution, mais le président de la République n'a toujours pas respecté la résolution qui a été votée. Donc moi, je ne lâcherai pas l'affaire, comme on dit, je vais continuer le combat jusqu'à ce qu'il y ait une journée officielle de commémoration sur cette date du 17 octobre 61 et qu'on ait un lieu de recueillement, parce que vous savez, typiquement, si vous allez au cimetière de Thiers, vous avez une section du cimetière à Thiers où visiblement il y aurait eu des corps qui auraient été enterrés dans cette section du cimetière, puis retirés. Et donc l'objectif serait peut-être de faire de ce lieu un lieu de commémoration où les personnes pourraient venir se recueillir à cet endroit. Donc le combat n'est pas du tout terminé. Et puis je rappelle que nous n'avons pas avancé sur la question de notion de crime d'État. Sur les bords de la Seine, là où des centaines d'Algériens furent jetés et disparurent cette nuit-là, le silence persiste, brisé seulement par la voix des historiens, qui poursuivent un travail de mémoire, faire parler les archives, recueillir les récits, redonner un nom à ceux que l'oubli a engloutis. Je me suis retrouvé justement 17 octobre, avant, donc j'ai
quelque part, j'ai eu de la chance d'être rescapé, car la mission qu'on nous avait donnée, c'est d'aller, bien sûr, manifester. Arrivé à Porte de Versailles, les Algériens nous disaient de retourner. Du coup, je me suis retourné à l'hôtel de Vanves, mais dans la semaine qui suit, on a eu une nuit noire, comme on dit. Un vendredi, j'étais à la fenêtre et j'ai entendu des coups de feu. Les enfants ont besoin de connaître leur histoire, ont besoin de connaître leur identité, ont besoin de connaître ce qui s'est passé avant eux, la génération de leurs grands-parents. Les grands-parents en parlent à la maison quand c'est à l'approche du 17 octobre. Donc ils sont curieux, ils ont besoin de connaître aussi l'histoire tout simplement. Et ce n'est pas à l'école en France qu'on transmet ce genre d'histoire, même s'il y a eu des efforts conséquents et des mobilisations citoyennes en la faveur de la mémoire de la guerre d'Algérie. Je dirais que c'est par la culture, par le documentaire, mais aussi peut-être par une volonté politique que pourront peut-être être transmis et enseigner cette date importante à la fois pour les Algériens de France. Des historiens, des intellectuels, militants, des élus fidèles à leur conscience appellent à une mémoire d'octobre. Un cri de dignité pour que la France regarde enfin son passé en face et rende justice à ceux que l'histoire a trop longtemps laissés dans l'ombre. On reste en France, où l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est de nouveau au cœur d'une crise politique. Il est accusé cette fois de pousser son parti à l'implosion. Après avoir semé le trouble au sein du gouvernement durant des mois, Retailleau risque de mener les Républicains à la disparition en engageant un bras de fer avec les membres de son parti, appelé au gouvernement. Correspondant sur Afaf Belhojed. C'est quelqu'un qui perd les pédales. La phrase est lâchée, sans filtre, signée d'une figure tutélaire de la droite historique, Roselyne Bachelot, à propos de Bruno Retailleau, dont elle dénonce les postures et l'isolement croissant. En termes de pétage de plomb, c'est vraiment, c'est sidérant, parce que c'est même pas se tirer une balle dans le pied. Derrière la formule, une accusation plus lourde, celle d'avoir fait exploser sa propre famille politique, car oui, c'est bien la chronique d'une implosion annoncée. Les images parlent d'elles-mêmes. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez arrivant chacun seul à l'Elysée pour la réunion de crise invoquée par Emmanuel Macron. Quelques jours plus tôt, un message sur X dans lequel Retailleau, s'indigne de la présence de Bruno Le Maire dans le nouveau gouvernement Le Cornu 2, avait déjà mis le fond aux poudres. À partir de là, tout s'enchaîne. Réunion de crise au siège des Républicains, division entre partisans de la participation et tenants de la ligne dure. Le journal Le Monde parle d'une fracture ouverte. Retailleau exclut 6 ministres LR ayant accepté d'entrer au gouvernement. La crise devient visible, presque palpable. Là, c'est le duel Wauquiez-Retailleau et on voit à quel point tout ceci est peu lisible, y compris, je pense, par certains sympathisants et militants, puisqu'on a des changements de position à quelques jours près sur la question, notamment de l'alliance préférable. Paul Valéry disait que les civilisations sont mortelles, les partis politiques sont mortels, on en a vu disparaître beaucoup et je crois que LR est en train de disparaître. Dans le viseur, Retailleau, élu sur la promesse de replacer les LR au centre du jeu politique, semble aujourd'hui enfermé dans une logique de survie. Dominique de Villepin, lui, un autre ténor de la droite, l'avait déjà prévu. Et je vois comment on peut devenir rapidement populaire dans notre pays. N'est pas Sarkozy qui veut. En attendant, l'agonie se poursuit. Bruno Retailleau ne devrait pas retrouver la présidence du groupe LR au Sénat. Quant au parti, nul ne sait encore à quelle sauce il sera mangé. Mais tout laisse penser que la droite républicaine vit là ses dernières convulsions avant la mue ou l'effondrement. On fait le point sur la situation à Gaza. À présent, le comité international de la Croix-Rouge a débuté l'opération de remise des dépouilles des Palestiniens emprisonnés par l'occupant israélien, des corps mutilés avec de nombreuses traces de torture, ce qui rend difficile l'identification par leurs proches, accentuant encore plus leur tragédie. Notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Yanis Aïd Belkacem. Ce qui fut un lieu de soins est devenu aujourd'hui un champ de ruines qui témoigne d'un crime organisé commis par l'entité sioniste. Nous avons besoin d'équipements médicaux, de fournitures, de médicaments et de personnel médical pour travailler durant cette première phase de rétablissement afin d'aider la majeure partie de nos blessés qui souffrent des blessures très graves suite au bombardement de l'entité sioniste. Aujourd'hui, les besoins sont immenses, médicaments, personnel médical, une course contre la montre pour sauver ce que les bombardements ont mutilé.
L'hôpital est dépourvu de tous ces outils. Nous essayons de renouveler les services pour accueillir les cas qui sont survenus après les attaques. Ici, beaucoup de choses manquent. Malheureusement, je viens à l'hôpital et je ne trouve pas de pansement ni de médicaments. Je ne trouve rien pour changer le pansement de ma blessure. Elle risque de s'infecter. Malgré l'ampleur du désastre, seuls 16 hôpitaux sur les 38 détruits ont été partiellement réhabilités. Le ministre de la Santé multiplie les appels à l'aide. Et tandis que les survivants luttent, d'autres cherchent toujours les disparus, des corps sans remis, sans nom, sans identité. Les familles cherchent désespérément le corps de leurs proches. On leur a transmis 3 noms, 2 identités fausses. Les numéros d'identité ne correspondent pas, alors ils fouillent les morgues, les hôpitaux, espérant reconnaître un visage, un vêtement et un signe. Pour la plupart d'entre eux, les corps et visages sont méconnaissables, mais les parents restent suspendus entre espoir et effroi, comme cette mère. Dès que j'apprends que des corps arrivent à l'hôpital, j'accours directement. Dernièrement, 50 dépouilles sont arrivées. Je suis allée vérifier un par un, mais je n'ai pas trouvé mon fils. J'ai mentionné son nom à la Croix-Rouge. Ils m'ont promis de donner des nouvelles s'ils en ont. 9000 disparus, 9000 vies dont on ignore le sort, morts, prisonniers ou toujours sous les décombres. La tension monte au Maroc où le Marzane est accusé d'instrumentaliser les migrants subsahariens pour redorer son image. Derrière une politique d'intégration présentée comme humanitaire se dessinerait une stratégie de propagande. Le régime exploite la détresse des réfugiés pour étouffer les revendications du peuple marocain. Explication de Amira Sefta. Décidément, le Marzane ne semble reculer devant rien pour ignorer les revendications des Marocains. Quitte à recourir à des pratiques scabreuses, en témoigne son recours à l'exploitation de milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont l'espoir était d'atteindre l'Europe. Mais beaucoup d'entre eux se sont finalement installés au Maroc après avoir obtenu le statut de réfugié contre une allégeance à un roi qui a perdu la confiance de son peuple. Une politique d'intégration pseudo-humanitaire, une stratégie politique visant à utiliser ces migrants comme boucliers humains pour contrer la révolution populaire. Des images récentes ayant choqué l'opinion publique montrent des subsahariens participant à une manifestation où ils scandaient des slogans exprimant leur soutien au Marzane. Le régime du Marzane les a hébergés et leur a fourni des papiers avec un statut de réfugié marocain. Ils scandaient des slogans glorifiant Mohamed VI et le régime du Marzane. Selon plusieurs observateurs, ces rassemblements ne seraient pas spontanés. Ils dénoncent l'instrumentalisation d'une population vulnérable utilisée à des fins politiques contre quelques privilèges. Ces réfugiés bénéficient d'un salaire correct, ils ont le droit aux soins médicaux, à l'éducation et à un logement décent, des droits que la population marocaine revendique chaque jour. Utilisés comme simples outils de propagande, leur seul tort, chercher une vie meilleure. Mais au Maroc, la détresse des migrants devient un levier politique dans un pays où le respect des droits humains est bafoué. Face à cette situation, la rue s'embrase. Les Marocains dénoncent la politique des 2 poids 2 mesures, un régime qui accorde aux réfugiés des droits et des privilèges dont les Marocains eux-mêmes en sont privés. Retour dans le pays où l'importance de la formation continue au sein du corps de la santé, réitérée lors de la journée nationale du syndicat national des pharmaciens d'officine, que ce soit pour lutter contre des pathologies graves ou pour le traitement des maladies chroniques. Il est nécessaire d'être au fait des dernières découvertes et les dernières molécules. Reportage de Jawida Bab Ahmed. C'est dans le cadre enchanteur de la ville de Tarit que s'est tenue la journée nationale du SNAPO, le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine. Cette journée a réuni des pharmaciens venus de tout le pays autour d'un thème d'actualité, les pharmaciens et les molécules innovantes, formation et information.
On a un devoir moral, nous, en tant que pharmaciens, de se former et de s'informer. Et ceci, comme vous le savez, le métier de la pharmacie évolue à travers le monde et a de plus en plus de nouvelles molécules innovantes. Et notre rôle, notre devoir en tant que pharmacien, c'est d'avoir la bonne information et de se former. Et tout ça, bien sûr, c'est dans le but de bien accompagner le malade. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'une mise à jour continue des connaissances, notamment sur les molécules innovantes utilisées dans le traitement des maladies chroniques. Lors de la journée de sensibilisation organisée par le groupe des pharmaciens algériens, j'ai pris la parole pour parler d'une nouvelle insuline qui présente d'excellentes caractéristiques et qui contribuera certainement à améliorer l'état des patients diabétiques en Algérie. Nous avons beaucoup de chance que cette insuline soit déjà disponible sur le marché algérien et ce au même prix que l'ancienne. Elle améliorera considérablement la condition des personnes atteintes de diabète dans notre pays. Plusieurs conférences ont mis l'accent sur l'éducation thérapeutique et sur le rôle croissant du pharmacien dans la gestion des traitements du diabète à travers les nouvelles technologies comme les lecteurs connectés et les applications qui permettent une prise en charge personnalisée au sein même de l'officine. Ce lecteur permet de transférer les glycémies du lecteur automatiquement vers l'application MyGlic afin d'éviter les erreurs de transcription ou les pertes de glycémie. Aujourd'hui, nous leur avons présenté ce lecteur, ses avantages pour le patient, aussi lorsqu'il s'agit de prendre soin du patient diabétique en officine. Le pharmacien est le pilier et le premier contact avec ce patient. Aujourd'hui, il pourra dorénavant proposer ces lecteurs connectés afin d'améliorer et d'optimiser la prise en charge du patient diabétique en Algérie. Entre formation continue, nouvelles responsabilités et digitalisation des soins, cette journée du SNAPO à Tarit a illustré l'engagement des pharmaciens algériens à rester au cœur de l'innovation pour une meilleure prise en charge du patient. Sensibilisation à présent où des médecins et des acteurs du monde associatif se sont réunis hier contre le cancer du sein et pour le dépistage précoce. En plus des interventions des spécialistes de la santé, une initiation à la moto, au sport de combat et d'autres activités étaient au programme. Cet événement chaleureux a été organisé par une association de femmes bikers au port de Sidi Fredj. Reportage de Maïsal Bouhel. Plus qu'un simple rassemblement, cette journée a été un véritable appel à la prévention de la part des membres de cette association qui ont mis leur passion au service d'une cause qui touche toutes les femmes. Nous, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, on voulait partager notre passion. Vous allez me dire pourquoi ? Je vais vous dire que c'est vrai, en ce moment, on est en train de militer pour essayer de pousser les gens à aller vers un dépistage précoce. Mais nous, on essaye de pousser les gens à vivre bien pour ne pas justement que cette boule n'apparaisse un jour. Et on s'est dit, on va aller sur le terrain à la rencontre des gens, à la rencontre des dames, des demoiselles, pour justement avoir avec soi, en partenariat avec des médecins et des docteurs en scénologie, qui vont devoir partager leur expérience sur au fait, le dépistage et sur le traitement post-opératoire pour justement sensibiliser les gens que cette maladie peut atteindre tout le monde. Dans une ambiance conviviale et pleine d'énergie, médecins, associations et participantes se sont réunis pour rappeler qu'un geste simple, celui du dépistage, peut sauver des vies. Au courant de l'année, on rencontre beaucoup de cas concernant les différents cancers. Et le cancer le plus propagé actuellement, c'est le cancer du sein. Et dans la campagne de sensibilisation pour le mois d'Octobre Rose, on essaie de faire de notre mieux afin de véhiculer l'information un maximum à notre chère communauté. Un message essentiel que les organisateurs ont voulu faire passer à travers des activités sportives et des échanges autour du bien-être, de la santé et de la solidarité. Pour certains, ils se disent que les opérations de sensibilisation peut-être ne donnent pas vraiment de résultats. C'est ma 15e année de sensibilisation et je me dis qu'à chaque opération de sensibilisation, on a au moins 5 personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient atteints du cancer du sein et grâce à la sensibilisation, ils vont directement
voir leur médecin pour faire une mammographie. Et Dieu merci, ils arrivent à avoir un dépistage précoce où ils peuvent réellement se soigner sans perte de vie tout simplement. C'est bien déjà qu'on puisse en parler, que ça soit démocratisé, comme on dit, qu'il n'y ait pas de tabou dessus, qu'il y ait moins de crainte, qu'on ait espoir de guérir, que ça soit plus une fatalité. Parce que c'est ça, c'est plus une fatalité, qu'il y a toujours des opportunités, des solutions et bien sûr la prévention reste le meilleur moyen de se porter bien. Au bout du compte, cette journée n'était pas seulement un élan de solidarité, mais un message d'espoir. Se sensibiliser, c'est apprendre à se protéger et c'est déjà un grand pas vers la vie. Sport et 62e anniversaire du comité olympique algérien qui rend hommage à l'occasion d'anciens et actuels journalistes sportifs. Jafar Yefsah, monument du sport algérien, a été honoré à titre posthume en présence des membres de sa famille. L'occasion aussi pour souligner l'importance de la presse sportive et son rôle fondamental dans le mouvement sportif national. Clôture ce samedi du tournoi international ITF Juniors J30 Algiers au centre fédéral de la FAT à Ben Aknoun. L'Algérienne Melissa Rim Ben Ammar Kelfah a perdu devant l'Estonienne Elisaveta Astafieva en finale du tournoi. C'était le dernier espoir des 22 joueurs algériens engagés dans la compétition. Ramzi Mhamdi revient sur ce match et la belle expérience qu'a été cette compétition. Les amoureux de la balle jaune avaient rendez-vous avec le tournoi international ITF Junior J30, un concours qui a vu la participation des tennismen de 12 pays, notamment de l'Estonie, dont la représentante a décroché 2 trophées en double et en simple devant l'Algérienne Ben Ammar qui n'a pas démérité. Je suis très heureuse, c'est la première fois que je viens en Algérie. De plus, j'ai gagné en double et en simple. J'ai apprécié le climat en Algérie ainsi que l'organisation qui a été parfaite. J'aime vraiment l'Algérie. They're really positive and I really like that I came here. So j'ai essayé de faire mon maximum, j'ai perdu mais ça va m'apporter beaucoup d'expérience. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux. La semaine prochaine j'aurai un autre tournoi ici, un J60. Ça m'apportera une leçon. Et la semaine passée j'ai joué à Bouferric, j'ai perdu au quart contre une bonne joueuse qui vient de Roumanie. Ce tournoi il était bien, l'ensemble était bien, les terrains, l'organisation, tout, les joueuses, il y a eu 11 nations, ils jouaient tous très bien. J'ai joué mes 3 derniers matchs vraiment durs, mais j'ai essayé de faire mon maximum. J'ai joué demi contre une Française, quart contre une Tunisienne, et voilà. Pour ce tournoi, le J30 d'Alger, il y a eu 23 joueurs algériens entre les filles et les garçons. Il y a eu une très bonne participation de nos joueurs et joueuses. C'était satisfaisant, on est content de résultats et on aimerait avoir mieux la prochaine semaine, Inch'Allah. Le tournoi qui a permis aux jeunes tennismen algériens de se mesurer aux grandes nations du tennis était également une occasion à un bon nombre de participants d'admirer l'Algérie. Il y avait une très bonne organisation, les juges ont été impartials, tout le monde a été aux petits soins avec nous. C'est ma première visite en Algérie, c'est une très belle expérience, les gens sont très gentils, j'espère y revenir une nouvelle fois. C'était ma deuxième participation au Ben Aknoun Tennis Club. C'était magnifique, comme toujours. L'Algérie, c'est mon deuxième pays. J'aime trop l'Algérie et j'espère la visiter encore une fois. Joindre l'utile à l'agréable, un pari réussi pour les organisateurs de ce tournoi qui aspirent à mettre en place les mécanismes pour une relève du tennis algérien. On vous propose à présent un moment hors du temps. Entre ciel et mer, la Casbah d'Alger se dresse comme une forteresse d'histoire. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est l'un des plus beaux symboles de l'architecture locale aux influences arabo-andalouses. Un dédale de ruelles, de patios et de façades blanches qui raconte à chaque pierre l'âme profonde d'une capitale éternelle. Reportage de Amel Assefta. Perchée sur les hauteurs d'Alger, la Casbah domine la mer
comme un phare d'histoire. Elle incarne l'âme de la capitale. Un enchevêtrement de ruelles, de murs blanchis au soleil et de souvenirs gravés dans la pierre. Dans ce labyrinthe vivant, chaque pas résonne comme un écho du passé, celui des civilisations qui ont sculpté son identité et son âme. Parmi les légendes de la Kabylie, après le deuxième tremblement, ils ont démarré pour construire la Casbah pour la deuxième fois, en 1527. La Casbah, c'est un art de bâtir et de vivre. Ces maisons s'appuient les unes sur les autres, formant un ensemble uni, pensé pour durer. Construites autour d'un patio, elles abritent la lumière, la fraîcheur et l'intimité. Les ruelles pavées, étroites et sinueuses, épousent la colline et protègent du vent marin. Partout, les arcs en ogive, les portes finement sculptées et les moucharabiés racontent le savoir-faire d'artisans passionnés, héritiers d'un génie architectural transmis de génération en génération. Comme c'était la base Casbah, parce que la Casbah a été construite exactement, c'était au Xe siècle, en 940. Elle a été construite par le fondateur qui s'appelle Oulouri Ben Ziri, Ben Mennet Al-Sanhaji. C'est lui qui a découvert la Casbah, c'était un rocher. C'est lui qui a donné le nom du pays, l'Algérie, parce que c'était avec 12 jours. D'accord? Après, comme il y avait un tremblement à Alger en 1327, la Casbah a été construite complètement. Il y avait 2000 morts à Alger. Après, comme ils ont venu les tirs, parce que c'était comme c'était le premier, l'ennemi de l'Algérie, c'était l'Espagne. Quand ils ne sont pas prêts pour le défendre, on a demandé les tirs. Ils ont venu en 1516, ils ont resté jusqu'à 1830, 3 siècles. Préserver la Casbah, c'est bien plus que restaurer des murs. C'est prolonger une histoire, garder vivante la mémoire d'un peuple et la beauté d'un art. C'est protéger un monde de vie, fait de proximité, de solidarité et de lumière. La Casbah d'Alger n'est pas un vestige figé dans le passé. Elle est un souffle, une identité, une promesse. Celle d'un patrimoine qui continue de nous unir, de nous inspirer et de faire rayonner à travers ces ruelles toute la fierté d'une nation. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.